Bonjour, bonsoir mes petits abonnés de rêve. Ici William, accompagné de ma co-animatrice de toujours, Hélène. Comment vas-tu? Ça va bien et je dois dire, I see what you did there. Ah oui, pourquoi? Peut-être qu'on va un peu parler de rêve et de sommeil aujourd'hui, mais avant, faut que je te demande, toi, comment ça va? Moi, ça va, merci de te soucier de mon bien-être aussi. Oui. Parce qu'on va parler un peu de mal-être. Aujourd'hui, moi, je vais parler de troubles du sommeil. Ouh. Certains qu'on connaît, d'autres que je connaissais pas du tout, puis que j'imagine que vous connaissez pas non plus. Donc, ça risque d'être intéressant, mais un peu troublant. Ouais. Moi, je vais commencer, par contre, par plus parler des rêves, comment ça se fait qu'on s'en souvient ou qu'on s'en souvienne pas. L'interprétation aussi de certains rêves, parce que, je sais pas toi, mais moi, il y a des rêves que je fais de façon récurrente, puis je dois pas être la seule. En fait, je te confirme que je suis pas la seule. Ouais, ben écoute, je suis un peu sceptique sur le sujet, mais j'ai hâte d'en entendre parler. Fait que, avant d'en parler, Il on faut s'entend. écouter Haute Affaire. Exactement. Haute Affaire. Autre affaire. Voyons, il faut lancer le générique. Yes. Will, je sais pas toi, mais moi, je me souviens souvent de petites bribes de mes rêves en me réveillant. Ben, moi, écoute, il y a jamais comme. Je sais que c'est un long rêve, puis je me souviens juste de un élément qui a duré comme 4 secondes de mon rêve, puis c'est jamais le plus utile, là. Ben, on va revoir ça pour la durée des rêves, parce que Ok. des fois, on a l'impression que ça dure genre plusieurs jours, mais... C'est juste qu'on s'est inventé un préambule dans notre tête. C'est là. ça, exactement. Puis moi, j'ai beau pas vraiment prendre de drogue, là, je peux quand même assez bien décrire le contexte psychédélique dans lequel je me trouvais dans mes songes. Puis même qu'il arrive qu'au fil de la journée, des fois, j'ai des flashbacks de l'histoire qui a joué dans ma tête. Tu sais, j'en ai à Ok. voir puis faire comme « Hey, tu sais pas quoi, cette nuit, j'ai rêvé à ça, mais je vais te le dire genre à 3h de l'après-midi. Ok, c'est pas que tu t'en es souvenu tout ce temps-là, c'est qu'à un moment donné, ça fait juste comme popper. Là. Ouais, parce que je sais pas, j'ai vu quelque chose qui m'y a fait penser ou de quoi, puis j'ai fait ah oui, c'est vrai. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça, qui est comme moi en fait. Puis aujourd'hui, je me demande pourquoi. Tu sais, comment ça se fait que je me rappelle de mes rêves, mais pas des noms des tunes que j'entends des dizaines de fois à la radio. Puis pour d'autres, ben c'est tout le contraire. Ils peuvent te faire un karaoké a cappella, mais une fois réveillés de leur roupillon, c'est le néant total. On va mettre de quoi au clair déjà. Oh, ok, on commence sérieux, là. Ah oui, là, c'est pas du niaisage quand même. Que tu t'en souviennes ou pas, tu rêves la nuit. Tu sais, il y a tout le temps du monde qui disent Moi, je rêve pas. Ouais, non, T'es ta pas gueule. spécial, Diane. Je suis pas sûre que c'est les Diane tant que ça, là. Oui, mais... les Diane rêvent pas. Non, pour moi, c'est pas vraiment une Diane, là. C'est genre un Jean-Félix, là. Tu sais, un petit jeune Ah, ouais. un peu qui veut se la péter, genre, je sais pas. Ah, je sais pas. J'imaginais plus un gars plus jeune. Ben, en fait, moi, c'est parce que je l'associe à un des troubles du sommeil dont je vais parler tantôt. Ah, ben là... Fait que je vais revenir à ça. C'est bon. Ben, spoil-nous pas tout de suite. Parce que, en fait, si vous rêvez pas, la gang, ben, c'est que vous êtes mort ou que vous avez des lésions cérébrales. Puis, dans un cas comme dans l'autre, on ne vous le souhaite pas. C'est sûr que, bon, on sait pas, là. Peut-être que les morts, ils rêvent, mais bon, Fait que je les morts ne crois ont des lésions pas. cérébrales. Ben, des fois, il y en a, oui, là. Oui. Puis, justement, tu fais plusieurs rêves par nuit, hein. En fait, Oui. tu fais des rêves par cycle du sommeil. Leur durée va augmenter dès que tu entres dans un nouveau cycle. Fait que tes premiers rêves de la nuit Très court. sont très courts. Là, on parle de quelques secondes. Ah. Alors que tes plus longs rêves en moyenne, donc ceux que tu fais vraiment au petit matin là, dans ton sommeil paradoxal, ils vont durer en moyenne une 30aine de minutes. Fait que là, sûrement que je m'avance sur ton texte, mais c'est pour ça qu'on se souvient plus de nos rêves tôt le matin quand on se réveille, parce que celui en plein milieu de la nuit, il n'a pas duré assez longtemps. tu sais. Ben, c'est pas exactement par rapport Ok. à la durée, mais t'as raison que c'est ces rêves-là dont on se souvient le plus. Je vais y revenir après pourquoi. OK. Une chose aussi importante, c'est vrai que les femmes et les plus jeunes, les enfants, les adolescents, ont tendance à plus se rappeler de leurs rêves que tu sais, une personne âgée ou les hommes. C'est parce que les gars, ils se rappellent jamais de rien. Ah, c'est ça, c'est...
Mais bref, au fil des époques, on a vu aussi plusieurs interprétations émerger pour expliquer ce phénomène-là qu'est le rêve et surtout son utilité. Hein? Donc, à l'époque de l'Égypte antique, par exemple, et du polythéisme, on pensait que c'était des messages divins pour nous aider à comprendre le sens de la vie, rien de moins. Et avec l'arrivée de la psychanalyse, on parlait plutôt de l'expression de l'inconscient. Freud disait que c'était la manifestation de nos désirs refoulés. C'est à ce moment-là qu'il rêvait de sa mère. Là. Probablement. Ah, OK. On va revenir aussi à Freud un petit peu plus tard. Sa mère. Puis sa mère. Du côté de la sociologie moderne, on pense plutôt qu'il faut comparer les histoires de nos rêves à nos expériences passées et présentes pour en reconstruire le sens. Fait qu'en fait, un rêve, c'est une suite d'analogies à notre réalité. Et contrairement à la psychanalyse freudienne, justement, tout ne serait pas relié à la famille, à l'enfance ou à la dimension sexuelle, bien important. Ouais, moi, souvent, je rêve à juste comme, pas une discussion que j'ai dans la journée, mais mettons comme il y a un mot qui a pas pris dans une conversation, mais ce mot-là va comme prendre l'expansion dans mon rêve, puis il va être là comme, c'est ça va être l'histoire de ce mot-là. Fait que si je parlais de jambon dans la journée, ça se peut que tout est autour des cochons. Mais tu sais, même moi, ça m'arrive souvent de rêver à du monde que j'ai pas vu depuis comme 5 ans. Ah ouais, ça mettons, oui. puis je suis comme, ben voyons donc, que je Pourquoi pense à cette personne. Autre différence aussi, pour Freud, les rêves relèvent d'une forme de censure. Hein? On parle de comme sexualité, de désir refoulé, tout ça. Tandis que pour la sociologie moderne, on y voit plutôt une forme de liberté ou de lieu de tous les possibles, si tu veux. Dans le sens où, mettons, tu rêves que tu tues quelqu'un contre qui t'es fâché, ben c'est possible dans ton rêve, mais tu vas pas le faire nécessairement dans la réalité. C'est pas un désir refoulé, là. T'es pas en mode, ah oui, je veux vraiment tuer cette personne-là. C'est juste, t'es fâché contre elle. Ouais. Exactement. De nos jours aussi, on les conçoit comme une façon de renforcer notre personnalité psychique et de consolider nos apprentissages. Tu as sûrement déjà entendu dire que ton cerveau, il fait un genre de tri de ta journée pendant que tu dors. C'est pour ça, justement, que tu sais... la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, mais aussi, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, mais aussi que, tu sais, justement, si t'as parlé de jambon, ben, tu risques de rêver à des cochons ou peu importe. Là. Ton cerveau est comme, est-ce que c'est important, cette information-là? Puis mon cerveau, ben, on le sait tous, il retient des informations impertinentes. C'est pour ça que j'ai un podcast. Oui, mais... surtout le tien, là. Oui, non, le mien, il y a de la misère. Mais donc, d'une certaine façon, les rêves, ça nous sert justement à mieux retenir de l'information, à digérer une situation difficile aussi, à simuler un danger. Là. Des fois, c'est comme on dirait que ton cerveau, il t'entraîne si jamais il y a de quoi qui pourrait arriver. Dans le fond, c'est de la résilience qu'on fait. Là. Ouais, puis à stimuler ta créativité et même à prévenir la maladie de Parkinson. Parce que, en effet, quand tu rêves, t'es généralement dans la phase du sommeil paradoxal, même si tu peux rêver dans la phase du sommeil lent. Là. Puis à ce moment-là, ton cerveau, il est hyper actif, alors que ton corps, il est complètement immobile, voire paralysé, là, presque, sauf ton visage puis tes yeux sous tes paupières là, qui bougent rapidement. C'est le REM, parce que je me souviens plus comment... Mais c'est pour dire que tes yeux bougent pendant ce période de ton sommeil. Là. Sauf que certaines personnes vivent des troubles comportementaux en sommeil, paradoxal, justement. Puis dans les années 80, on a découvert que 80% de ces personnes-là développaient la maladie de Parkinson dans les 15 années suivantes. Fait que si une personne sait qu'elle a un trouble comportemental en sommeil paradoxal, qu'elle se fait analyser, c'est ça, on peut mettre en place des moyens pour justement ralentir le développement d'un Parkinson bien avant d'émettre le diagnostic. Fait que soyez avisés si jamais vous souffrez de quelque chose pendant que vous dormez. Peut-être aller au laboratoire du sommeil. Puis je vais parler des parasomnies qu'on appelle les troubles du sommeil dans le sommeil paradoxal. Donc, à ce bout-là, c'est là où il va falloir ouvrir vos oreilles, la gang. Du côté des cauchemars, d'ailleurs, on sait qu'il y a certains facteurs de stress comme une digestion difficile, par exemple, peut les favoriser. Mais tout ça, ça répond pas non plus à ma question initiale. Hein. Comment ça se fait que certaines personnes se souviennent de leurs rêves et pas d'autres? Heureusement, il y a des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, en France, qui auraient compris quelques morceaux de ce casse-tête que sont le sommeil et le rêve. D'après leurs études, certaines régions... C'est un casse-tête 1000 morceaux? Ou... Oh, plus que ça. OK. Parmi les plus gros casse-têtes, je te dirais. Parce qu'ils l'ont pas fini, ils ont pas l'image de référence en plus. Fait que là... C'est un casse-tête blanc, là, tu sais, comme t'as juste les formes, là. Littéralement. Il y a pas de contour non plus, rien. Tout va bien.
D'après leurs études, il y a certaines régions du cerveau qui seraient particulièrement actives chez les personnes qui se souviennent de leurs rêves. On parle entre autres du cortex préfrontal médian et du carrefour temporo-pariétal. Donc, le cortex préfrontal médian, c'est la partie qui est responsable de plusieurs fonctions cognitives comme le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, par exemple. De son côté, le carrefour temporo-pariétal, comme son nom l'indique, c'est comme la frontière des lobes temporal et pariétal. Fait que c'est un petit peu au milieu du cerveau, là, si on veut. Puis cette région-là, elle est impliquée... Les auditeurs le voient pas, mais tu t'as mimé. Oui, c'est ça. Cette région-là, elle est impliquée dans diverses fonctions, dont l'attention vers les stimuli extérieurs, mais aussi dans l'empathie et la distinction entre soi et les autres. Et comme je suis une personne hypersensible et ultra empathique... Ça travaille fort dans ce bout-là. Ça travaille fort dans ce bout-là. Mais bref, justement, dans leur étude, les chercheurs de cet institut-là ont pu observer que le cerveau des grands rêveurs, donc ceux qui se souviennent de leurs rêves... Et non ceux qui veulent faire le tour du monde. Là. Non, c'est ça. Les grands rêveurs, en fait, se souviennent en moyenne jusqu'à 5 rêves par semaine. Versus les petits rêveurs, c'est vraiment peut-être même pas une fois par semaine. Ouais. Un moyen. Donc, le cerveau de ces grands rêveurs-là, il est particulièrement réactif aux stimuli de l'environnement, ce qui ferait en sorte qu'elles vivraient plusieurs courtes phases d'éveil durant la nuit et auraient donc plus de facilité à se souvenir de leurs rêves. Puis comme le cerveau endormi, il peut pas emmagasiner une nouvelle information dans la mémoire à long terme, il faut vraiment que la personne passe par ces micro-réveils-là pour se rappeler un rêve. Fait que ton corps, en fait, c'est qu'il est réactif au bruit, aux alentours. Si justement, mettons, il y a une voiture qui klaxonne, par exemple, à ta fenêtre, tout ça. Puis t'as pas conscience que tu te réveilles, mais tu te réveilles... c'est vraiment un micro-réveil, là. T'as même pas le temps d'ouvrir les paupières une fois. Donc, ces personnes-là se souviennent plus de leurs rêves. Le professeur Jaffar, qui est neurobiologiste spécialiste... Pas Jaffar dans Aladdin. Non, il est neurobiologiste spécialiste de la mémoire. Il explique que quand le rêve il est suivi d'un court réveil, ça réactive son contenu, ce qui permet à l'hippocampe, donc la région du cerveau qui sert notamment à stocker l'information, là, pas l'animal, là, évidemment, de le prendre en charge pour le maintenir en mémoire. Fait que grosso modo, les grands rêveurs, c'est des hypersensibles, ce qui fait en sorte qu'ils se réveillent 2 fois plus dans la nuit et peuvent se rappeler plus facilement de leurs rêves que justement les petits rêveurs. Mais je le répète, là, c'est pas qu'ils se réveillent 2 fois plus pour aller aux toilettes, là, c'est vraiment des micro-réveils. J'en suis la preuve vivante, là, dans le sens où j'ai vraiment pas un sommeil léger, là. J'entends même pas mon alarme le matin. Ça, non. Et pourtant, je me souviens quand même souvent de mes rêves. Oui. Mais entendre ton cadran puis l'éteindre, ça a l'air d'une tâche très difficile le matin. Mais je suis pas matinale non plus. Oui, non, mais maintenant, quand ça fait 1 minute que ça sonne, il y a certains que je nommerai pas leur nom là, et qui deviennent un peu agressifs. Là. Je mettrais 5 piastres sur toi, étant donné que t'es la seule personne avec qui je dors. Bravo! À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit caché dans notre chambre. Je suis pas à l'aise. Ouais, non, je suis pas à l'aise. Je vais faire des cauchemars cette nuit. Comment faire justement pour se souvenir de nos rêves quand on n'est pas nécessairement un grand rêveur ou si justement on veut s'entraîner à mieux s'en souvenir? Déjà, il faut savoir que les rêves, ils commencent à s'effacer de notre mémoire au bout de 2 ou 3 minutes après notre réveil. Là. Fait que c'est normal. Tout de suite, là. Ouais. En fait, le professeur de psychologie de l'Université de Montréal, Antonio Zadra, suggère de rester couché quelques instants, les yeux fermés, même quand t'es réveillé, parce que tu vas rejouer un petit peu quelques scènes. Passer, Puis, évidemment, te concentrer sur les images que tu vois et les noter tout de suite, comme tu dis. Puis, si tu fais cet exercice-là, apparemment qu'au bout de 2 semaines, déjà, tu devrais être capable de mémoriser de plus en plus d'éléments de tes rêves. Donc, petit truc de pro, si jamais ça vous intéresse de le tester. Donc, pas besoin de commencer à essayer de faire des rêves lucides, tout le kit, là, genre le gros process. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je sais pas, moi, ça m'arrive là, de me réveiller puis je suis comme, non, je veux rester dans mon rêve. Tu sais, parce que, je sais pas, je me sentais juste bien, là. C'est un bon rêve. C'est ça, exactement. Là, je suis comme, c'est cool. Puis tout ça, genre, je suis en voyage à quelque part ou je sais pas, là, plutôt qu'en février à Montréal. Fait que c'est ça. Tenez-le vous pour 10 si jamais vous voulez vous souvenir de vos rêves. Il faut porter attention à cela. Une autre chose que je constate après bientôt 27 ans de nuit à plus ou moins dormir, là, j'ai eu quelques années où le sommeil était pas trop important. Ouais, mais c'est pas la même chose, c'est juste que t'allais te coucher tard. Une fois que tu dors, t'es pas pire. C'est qu'il m'arrive de faire souvent les mêmes rêves. Genre, je compte même plus le nombre de fois que j'ai rêvé que je perdais mes dents.
Puis est-ce que c'est la manifestation de ma peur du dentiste? C'est sûr que l'interprétation des rêves comme l'astrologie, c'est pas vraiment une science exacte. Hein? Puis ça dépend énormément de ton vécu, ça dépend... T'sais, comme la psychologie. Ou de trucs comme ça, là. Ouais, mais ça, mais comme la psychologie, il y a la cognitivo-comportementale, il y a plein d'avenues possibles. On se rappelle que pour justement les psychanalystes, il y a un sens caché à toutes ces images, tandis que pour les neuroscientifiques, par exemple, ben, si tu rêves à un serpent, c'est juste que tu rêves à un serpent. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est un traître. Ouais, ou le serpent, c'est souvent vu comme le symbole en médecine, tu sais, fait que pour les psychanalystes aussi, des fois, ils interprètent ça comme ça. Mais donc, pour les neuroscientifiques, c'est vraiment pas ça, là. Il y a différentes théories. C'est vraiment le premier degré, disons. Pick your poison. Puis il y a même des expériences qui ont été faites où on demandait justement au sujet de se priver de relations sexuelles ou d'eau, par exemple, pour voir s'il rêvait plus au sexe ou à boire de l'eau, justement, puis ça n'a pas été concluant. OK, puis quand il buvait pas d'eau, il rêvait pas plus au sexe non plus, là? Non plus. OK. Parlant de serpents d'abstinence et de déshydratation, parce que ces trois sujets, c'est ça, sont tellement reliés, il semblerait que près de 75% de nos rêves comportent une teneur négative ou violente. Ça explique pourquoi les mots « non » et « merde » sont parmi les mots les plus prononcés par les personnes qui parlent dans leur sommeil. Hello there, j'en fais partie. C'est mes sujets. Non, mais j'en parle plus après. C'est correct. Je veux juste dire que des études ont d'ailleurs observé que les hommes ont tendance à faire des cauchemars en lien avec des cataclysmes, là, donc des scénarios catastrophes. Il y a beaucoup de zombies ou des affaires de même dans mes rêves, effectivement. Ouais, ben c'est ça. Alors que les femmes, ils ont plutôt tendance à faire des mauvais rêves concernant des disputes. Genre, moi, le nombre de fois que j'ai rêvé que ma mère me disait quelque chose, puis j'étais comme, mais voyons donc, tu me dis ça, puis genre, je me stinais juste avec elle. Alors que moi, je rêvais à la Troisième Guerre mondiale, puis Montréal qui était inondé il y a une semaine. C'est ça, j'ai pas tant fait de rêves comme ça. Mais bref, autre fait intéressant, mais discutable, là, certainement, les rêves se seraient recolorisés en même temps que la télévision. Oui, j'avais déjà entendu ça. Dans les années 60. Je trouve ça fascinant. En effet, le chercheur américain Eric Schwitzgebel, je prononce probablement pas bien pantoute son nom, effectivement. A analysé je ne sais combien de récits de rêves depuis l'Antiquité, donc à prendre avec parcimonie parce que je sais pas comment on décrivait ça, presque 2000 ans. Mais jusqu'au 20e siècle, il s'est rendu compte que, bon, on rêvait en couleur. Rien d'étonnant là-dedans, là. Je veux dire, la couleur est pas arrivée dans nos vies en même temps que la télé. Mais dans les années 20, là où la télé a commencé à apparaître un petit peu, les images, tout ça, on avait tendance à rêver en noir et blanc, ce qui était presque devenu une norme en 1950, qui était comme le pic, justement, de plus de foyers avaient la télé, tout ça. Exactement. Tellement qu'on disait que des personnes qui rêvaient en couleur, qu'elles avaient fait un rêve en technicolor et que certains médecins considéraient ça comme un symptôme d'un trouble psychologique, le fait de rêver en couleur à cette période-là. À cette époque-là, en fait. Ça doit être là que ça vient, l'expression « tu rêves en couleur ». Je pense que oui, c'est ça. Puis la télé couleur, est apparue justement dans les années 60. Fait que de nouveau, on a commencé à ajouter des couleurs à nos rêves. Puis là, c'est vraiment rare là, de faire un rêve en noir et blanc, à moins que t'aies vu The Artist ou Charlie Chaplin, là, je sais pas. Mais c'est ça, ça m'étonnait, je ne savais pas ça. Également, le tiers de nos rêves comporte des éléments incongrus, là, comme repasser des sandwichs ou être poursuivi par une poubelle dans une pyramide égyptienne. Le deuxième, je l'ai effectivement fait et je m'en rappelle encore. Je suis un peu déçu que ça soit pas repasser des sandwichs, c'est quand même bon ça. Là, non, c'est ça, mais ça me faisait vraiment rire l'image. J'aime l'image. Tandis que 65% de nos rêves ont un lien avec notre quotidien, comme le travail, par exemple. Mais bon, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu envie de décortiquer les explications potentielles aux rêves les plus récurrents. Fait que appelez-moi Esmeralda, je sais pas, mais en tout cas, Esmeralda. Je vais interpréter certains de vos rêves que vous avez peut-être faits. On a retrouvé en fait un manuel des songes sur papyrus datant de 1275 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens consultaient à l'époque un prêtre pour décrypter leurs rêves. Et si un homme se voyait abattre un bœuf, c'est qu'il tuerait son adversaire. Tandis que s'il faisait un rêve érotique, c'était précurseur d'un deuil. Ah, ok, pas qu'il voulait faire de la sexe avec quelqu'un. Non, c'est ça. Évidemment, là, ces interprétations-là ont
évolué au fil du temps. Là. Dans l'Antiquité, les rêves étaient perçus non pas comme un moyen de prédire l'avenir, mais comme des remèdes. Fait que lorsque quelqu'un était malade, il devait aller au temple Asclépios, le dieu grec de la médecine. Je prononce clairement pas bien son nom non plus. Puis sur place, il dormait et à son réveil, il devait transmettre les indications qu'il avait reçues en dormant à un prêtre qui allait les interpréter pour lui permettre de guérir. Hippocrate il avait d'ailleurs créé un guide afin d'identifier les maladies du corps humain selon le sommeil. Fait que c'est ce qu'on appelle en fait le traité d'hygiène d'Hippocrate. Et selon ses écrits, si on rêve par exemple d'une mère agitée, ben c'est signe qu'on a un mal de ventre. Tandis que si on rêve d'arbres morts, c'est qu'on a des problèmes au niveau du liquide séminal. Ça, messieurs, c'est vos coucougnettes. Ça me laisse sans mots. Fait qu'un tronc d'arbre. Non, pas un tronc d'arbre, des arbres morts. Ben, ça peut être un tronc d'arbre mort. Ça pourrait être un tronc d'arbre mort. Hein? Mais ben, ça veut dire, va faire checker tes coucougnettes au PC, surtout si tu vas avoir des enfants. Je pense pas que j'ai rêvé à ça dans ma vie, là. Ben, moi non plus. Bon, mais ben, ça tombe bien. Pour tes coucougnettes. C'est ça. Au 1er siècle, c'est une toute autre perception qu'on a des interprètes de rêves et non des rêves. À vrai on dire, juge les interpréteurs. Ah mon Dieu. L'empereur Tibère les oblige, donc ces interprètes-là, à être accompagnés dans leur travail par un observateur pour dénoncer tous les rêves qui vont à l'encontre de l'autorité de l'État. Fait que tu comprends qu'il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées à divers sévices. Plus on en apprend sur les tribunaux de l'ancien temps, plus je suis découragé. Non seulement on a parlé de des mouches qui sont passées en cours dans l'épisode. Qui ont été excommuniées. Puis là, on parle de quelqu'un, hey, t'as pas fait les bons rêves, mon chum. Ben, c'est ça, ces personnes-là sont condamnées pour avoir rêvé, mettons, une révolution ou à la mort de l'empereur. Mais donc, tu peux juste mentir sur ton rêve, non? Ouais, mais j'ai l'impression que tu veux savoir le sens. Fait que là, tu demandes à un interprète. Puis l'interprète fait oh, attends une minute. Là, il s'en va dans le backstore. Puis là, il dit allez, le poignet, non, mais chum. peut-être que l'observateur, il se fait passer comme pour un interprète, mais dans le fond, c'est un agent double de l'Empire. L'interprète avec un couteau. Ouais, c'est ça. Il fait juste sortir. Tu seras pas non plus surpris d'ailleurs d'apprendre qu'au Moyen-Âge, les interprètes des rêves sont vus comme des hérétiques. Au des bûcher. sorcières encore. Ben oui, brûlez-les toutes. Ben en fait, pour l'Église, seul Dieu peut connaître le sens caché d'un songe. Fait que si tu demandes à quelqu'un autre que Dieu la signification de ton rêve, c'est que tu parles au diable. Les condamnations ont évolué au fil des années. En 304, on était condamné à 50 pénitences. En 506... Je sais que c'est comme ça qu'on disait ça, mais ça me fait rire. Pénitence, j'imagine juste le gars qui est assis dans le coin. Oui, c'est ça. Les bras en croix, là, tu sais. En 506, on était banni définitivement de l'Église, donc comme les mouches dans l'épisode dont on parlait tout à l'heure. Et même le cas de Napoléon, on avait fait un article dans lequel on apprend que, et je cite, « Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes seront punis d'une amende. » Pour info, cet article-là a été supprimé du Code pénal en 1992. Ouais, ben ça, c'est le genre d'affaires qui traînaient puis ils ont pas mis à jour, là, mais quand même. C'était comme dans le bas de la pile. C'est comme c'est zéro notre priorité, man. De son côté, Freud, justement, il voyait les rêves comme un rébut que seule la personne qui les a fait peut les interpréter. Sauf qu'avec Freud, ben tout converge vers une chose, tantôt on l'a dit, le sexe. Fait que peu importe t'es qui, puis ton interprétation du rôle. Ce que tu veux, c'est piner. C'est ça, peut-être ton parent. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Ça ne me dit pas pourquoi je rêve souvent que mes dents tombent. Et je suis pas la seule. 77% des gens, toutes cultures confondues, ont déjà rêvé qu'elles devenaient édentées. Fait que je suis pas spéciale. Ouais, mais fait que moi, je suis peut-être spéciale parce que je me souviens pas d'avoir rêvé à ça. Mais en même temps, c'est peut-être arrivé. Là, mais... Ben, justement, ça voudrait dire quoi, selon toi? Selon toi, de richesse, là, l'affaire, là, non? Non, ça n'a aucun rapport avec ça. Je sais pas. Perdre ses dents, c'est que t'aimerais dire quelque chose, mais tu le refoules en dedans. J'aime bien l'interprétation. C'est pas tout à fait ça. En fait, les dents, ça symboliserait la confiance en soi. Là. J'imagine, tu sais, on dit souvent qu'une personne est très souriante, est confiante, tout ça. Donc, si elle tombe, ben c'est un peu l'expression d'un sentiment d'inconfort face à une situation imprévue. De manière générale, ça voudrait aussi dire qu'un changement important se produit dans notre vie. Ça peut aussi survenir en période de deuil ou, dans mon cas, ben me rappeler que je devrais aller chez le dentiste parce qu'il est temps. T'es jamais allé. Mais non, je suis déjà allée, voyons.
Un autre rêve qu'on est plusieurs à avoir fait, c'est de tomber, voire d'être en chute libre. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, là. Ben, moi, D'avoir la c'est juste... sensation que tu tombes dans le vide. Ben, moi, c'est juste le... Ben, c'est plus, tu sais, comme... Le spasme. Ouais, le spasme, avant de s'endormir. Ouais, moi, ça m'arrive quand même souvent ça aussi rentre, de faire ce théoriquement spasme. dans la catégorie trouble du sommeil. Ouais. Mais si tu veux en parler, je te donne la permission. Ben, merci, c'est gentil, mais je veux pas parler du spasme comme tel, mais plus de qu'est-ce que ça signifie, là. Je suis désolée de vous annoncer que ce rêve, ben, ça traduit un sentiment d'insécurité, voire d'infériorité. Mon Dieu, ça va jamais bien dans nos rêves. Ça peut aussi vouloir dire que tu te sens dépassé par une situation professionnelle, par exemple, ou relationnelle. Si tu rêves, par contre, que tu es suivi, là, tu sais, par quelqu'un de louche dans une ruelle ou peu importe, là. Un gars avec un hoodie, là. C'est une ça. petite moustache. C'est que tu vis dans le déni. En fait, tu préfères ignorer certaines situations stressantes, mais il est grand temps que tu les affrontes. Fait que prochaine fois que tu rêves que quelqu'un te suit, tourne-toi puis donne-y un petit uppercut dans la gorge. Ça peut être les coucougnettes aussi. Ça aussi, ça a été mimé pour les gens à la maison. Ouais. On rajoutera un petit bruit de pacao. Ça t'est arrivé dans la vie adulte de rêver que t'allais à l'école, mettons que ce soit primaire, secondaire, cégep ou université? Genre super récemment, là. Moi aussi. Puis en faisant des recherches, je me suis rappelé justement que cette année, j'avais rêvé plusieurs fois que j'étais de retour au secondaire, dans mon uniforme, tout, parce que je suis allée à une école où il y avait un uniforme. Et je séchais tout le temps mes cours de maths jusqu'à l'examen, mais j'ai jamais fait ça au secondaire. Puis ben, ça voudrait dire que j'ai besoin de retourner aux sources, voir dans des lieux qui m'ont appris certaines leçons de vie et qui pourraient m'être utiles encore aujourd'hui ou dans le futur. Parlant d'examen, on a tous presque déjà rêvé qu'on en ratait un. Hein? Ben, ça voudrait dire qu'on a peur de pas être prêt à toute éventualité, qu'on vit une certaine incertitude. Et lorsqu'on rêve qu'on vole comme un oiseau et non comme un voleur, hein, ça représente le contrôle qu'on a sur notre vie. Si le vol est paisible, agréable, ben c'est qu'on est en contrôle ou qu'on s'est libéré d'une situation qui nous pesait. Alors que si c'est un vol plus périlleux ou catastrophique comme dans tes rêves, ben c'est plutôt que tu aurais perdu le contrôle, justement. Bon, là, la mort. Si tu rêves... Mon Dieu, c'est sérieux d'un coup. De ta propre mort. Non, ben, je veux dire, il faut l'adresser, là. Tout le monde a déjà rêvé, soit qu'ils perdaient un proche ou leur propre mort, puis c'est pas prémonitoire, la gang, là. Calmez-vous. C'est un peu comme perdre ses dents. Ce n'est pas à prendre littéralement. Ça signifie qu'il y a juste un renouveau qui vous attend ou que vous êtes en pleine période de changement, ou en tout cas, la personne décédée, là, si c'est pas vous, est en pleine période de changement. Si tu rêves que tu te perds, mettons, dans les rues de Montréal, ça voudrait dire qu'il y a une rupture entre ta vie actuelle puis celle à laquelle tu aspires. Autrement dit, tu n'exploites pas ton plein potentiel, fait que travaille ton sens de l'orientation. Encore négatif. Si tu rêves que tu es en retard, c'est soit que tu devrais accorder plus de temps à un élément de ta vie ou que ta vie est tellement structurée qu'enfin tu te permets des dérives une fois endormi puis tu te permets d'être en retard puis tout ça. Donc, avis aux personnes ponctuelles, vous inquiétez pas si jamais vous rêvez que vous êtes en retard. Si tu rêves que tu te retrouves nu en public, c'est que tu te sens vulnérable et tu crains de trop en dévoiler. D'ailleurs, il y a des études qui ont remarqué que les gens font fréquemment ce genre de rêve-là quand ils commencent un nouvel emploi. Ils ont peur de comme trop en dire, d'être trop ou pas assez. D'être mise à nu. Oui, voilà. Enfin, si tu rêves que ton ou ta partenaire te trompe, ça traduit souvent une peur d'être abandonné ou trahi. Ah, vois-tu, cette partie-là, j'y crois plus que les affaires de tantôt. Tandis que si tu rêves que tu trompes ton ou ta partenaire, c'est probablement parce que tu te sens délaissé et possiblement parce que tu as des désirs refoulés, comme Freud le dirait. Quant au rêve prémonitoire, c'est clairement un autre sujet d'épisode, là, parce qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus. Mais grosso modo, il n'y a pas de preuve scientifique que ça existe. Mettons que tu as rêvé que je tombe malade, William, parce que ben, ça arrive souvent. Mais là, c'est pas un rêve prémonitoire, ça veut dire que dans le fond, j'ai des insécurités. Non, mais mettons que... mettons que tu rêves que je tombe malade puis que j'étais en parfaite santé, là, cette semaine-là. Ouais, fait que ça veut dire une chance sur franchement. 365. Puis quelques jours plus tard, je tombe effectivement malade, là, dans la vraie vie, pas dans ton rêve. Pas de ma faute. Ben, la communauté scientifique, elle l'explique comme ça. C'est que ton cerveau avait enregistré des indices sans que tu en sois conscient. Par exemple,
T'as pu remarquer que j'étais un petit peu plus fatiguée pour X ou Y raison. Tu l'as pas remarqué réellement avec tes... Ben, tu l'as remarqué avec tes yeux, mais tu t'en es pas rendu compte que oui. T'enregistres cette information-là inconsciemment, ton cerveau la retravaille, puis ben ça te fait rêver que je suis tombée malade, et là, ben je tombe malade quelques jours plus tard, puis là, t'es comme « Oh fuck, je suis Nostradamus, man, j'ai des super pouvoirs. » Mais c'est que dans le fond, t'as écouté les signes, sauf que t'as pas écouté les bons signes, t'as écouté les signes du rêve au lieu d'écouter les signes de la vraie vie. Ben, t'as entendu les signes, mais tu les as pas écoutés. Ouais, je pense. c'est ça, c'est bon. Ça. Fait que voilà ce qui met fin à ma partie. Ben, merci. J'espère que vous avez apprécié ça, même si justement, comme tu dis, tout est contestable dans ce que j'ai dit. Non, ben, pas tout. Là, il y a une grosse partie que je suis 100% aligné avec tout ça, puis que c'est super intéressant. Mais il y a juste des parties que c'est plus comme... dépendamment le livre d'interprétation des rêves que tu lis, c'est pas la même affaire. Fait que, non, c'est ça, mais tu sais, je pense que aussi, c'est comme la mort, on le saura jamais vraiment, j'ai l'impression. Mais on dirait que c'est ça, moi, je me pose souvent des questions là, de comme c'est quoi justement le sens de la vie, puis pourquoi qu'on est là, puis tout ça. Mais... Mon cerveau, il est trop weird, fait que je le sais que mes rêves weird, c'est juste parce que je suis weird. Fait que c'est comme vraiment c'est parce que t'en as fumé de la bonne avant. Moi, je suis comme Obélix, mais je suis tombé dans le weed, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, tes parents nous écoutent. Non, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'en fume pas. Anyway. Arrête, la DPJ nous écoute. Mais il est trop tard. Mais bon, ça suffit les rêves, parce que qui dit sommeil dit aussi troubles nocturnes. Ouais. On s'entend, tous les humains sur la Terre ont déjà eu des troubles du sommeil à un moment ou un autre dans leur vie, passant par l'insomnie ou des jet lags, des ronflements ou encore de l'apnée du sommeil. Tout le monde y passe à différents degrés. Personnellement, j'ai un sommeil très léger. Je vais me réveiller, me retourner 1000 fois dans une nuit. Par chance, je réussis généralement à bien me rendormir. C'est que je t'envie. Ben, toi, de l'autre côté, t'es plus du genre à avoir de la difficulté à t'endormir. Ouais, j'ai de la difficulté à m'endormir. Puis si je me réveille dans la nuit, mettons, pour aller aux toilettes ou de quoi, moindrement j'ouvre les yeux, là, c'est fini pour moi. Là. Ça me prend 2 heures me rendormir. Là. Ouais. Puis une chance. La plupart du temps. Une chance que t'as pas d'autres problèmes, genre comme parler dans ton sommeil, grincer des dents ou ronfler quand tu dors sur le dos. Hey! On avait dit qu'on n'en parlait pas. Une chance que t'as pas ces problèmes-là, là, tu sais. C'est de la cyber-intimidation que tu fais là, William. J'accepterais pas ça sous mon toit. OK. Ben, justement, ben, pour que tu te sentes moins mal, parce que c'est peut-être un peu ça, là, il y a peut-être un côté thérapeutique à ma décision du jour, une sorte de façon de me dire que nos troubles sont pas si pires, mais j'ai envie de vous parler des troubles du sommeil méconnus et ou spéciaux, pour ne pas dire what the fuckian, qui existent dans le monde. Par le fait même, je vais nous faire un petit cours rapide des catégories de troubles du sommeil, histoire de bien classifier nos bobos. Celles-ci nous proviennent de la classification internationale des troubles du sommeil établie par l'American Academy of Sleep Medicine. On sait que c'est sérieux, c'est de la science. Voilà. C'est américain. C'est américain et de la science. Tu peux pas contredire ça. Commençons par le plus plate et ou le plus connu, là, soit les troubles du sommeil en relation avec la respiration, a.k.a. l'apnée du sommeil et l'hypoventilation. Ah, hypoventilation, je connais pas ça. Ouais, ben c'est ça, on va y aller plus en détail après. Quant à l'apnée, ben j'ai peu de choses à dire, autre que 90% du temps, l'apnée obstructive est causée par l'obésité. Parce que c'est généralement le gras accumulé par les Big Mac du passé qui écrase leur voie respiratoire. Ceci va aussi engendrer des ronflements, mais ceux-ci sont plus des symptômes, tandis que les ronflements sont dans une catégorie à part de troubles du sommeil que l'apnée du sommeil. Plusieurs troubles sont reliés ensemble. Là. On n'ira pas à tous les liens, là, mais je veux quand même faire la distinction ici. L'hypoventilation, que tu ne connaissais pas, c'est un apport d'air insuffisant au niveau des poumons, provoquant une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. Donc, la personne respire tout le temps, mais comme mal. OK, elle arrête pas de respirer. Elle arrête pas de respirer. Elle apporte pas assez d'air dans ses poumons. Exactement. OK, je comprends. C'est aussi généralement appelé le syndrome d'Ondine. Ah ouais, je pense que j'ai déjà entendu ça. Ça fait pas référence à une personne nommée Ondine qui a souffert du trouble, ni au nom donné à Misty de Pokémon en France, mais plutôt Misty en France s'appelle Ondine. Et chacun ses décisions, les Français. Mais ça fait plutôt référence à la mythologie germanique. Selon le mythe, Ondine serait une nymphe sur le point de marier un chevalier qui finalement la trompa en faisant des galipettes avec une ancienne flamme. La nymphe aurait jeté un sort à son futur mari, lui retirant la possibilité de respirer automatiquement et il mourut dans son sommeil. OK. Ouais, j'avais déjà entendu ça dans le cadre de la mythologie grecque, je pense. Mais c'est pas grec, c'est germanique.
Ah, germanique, OK. Cette histoire faisant partie du folklore, plusieurs sont en désaccord avec cette version de l'histoire. Le folklore, c'est raconté de bouche en bouche et de gens en gens. De bouche en bouche. Parce que j'ai une mauvaise image mentale en ce moment. On dirait qu'il joue à Maman Oiseau. Peut-être. Mais parce que selon d'autres, ça serait peut-être le roi qui aurait jeté un sort alors qu'elle aurait aussi dit qu'elle voulait être le souffle qui fasse vivre le chevalier et ou que ce dernier, regrettant son geste, aurait dit qu'il était désormais détruit et qu'un seul moment d'inattention faisait qu'il oubliait de respirer. Et puis là, finalement, ils se sont embrassés. Puis là, il est mort dans ses bras. Puis tout. Mais là, on parle de sommeil et non de mythologie. Fait que vous ferez vos recherches vous-même. Tu m'as complètement perdu, mais... C'était pas important. Oui. La seconde catégorie sont les hypersomnies d'origine centrale. Il y a 2 catégories majeures, l'hypersomnie et la narcolepsie, qu'on connaît davantage. L'hypersomnie, c'est ressentir une somnolence excessive de façon quasi permanente, résultant en plusieurs siestes dans la journée. Ah, mon Dieu. Dans le fond, c'est Anas dans la saison 3 de Big Brother Célébrité. Là. Ça ou mon père. C'est Depuis qu'il est à la retraite. Mais ça se peut. La narcolepsie, quant à elle, s'y rapproche par la fatigue extrême, mais elle se caractérise aussi par le fait que la personne tombe en sommeil paradoxal en 10 minutes, plutôt que la moyenne de 90. Dangereux. Mais je pense que j'ai une amie de ma mère, justement, elle s'était endormie comme ça au volant, elle a fait de la narcolepsie. C'est hyper dangereux, pour vrai, c'est débile. Non seulement ils peuvent s'endormir parce qu'ils sont très fatigués puis leur cycle du sommeil est complètement bouleversé, mais en plus, tu peux rajouter à ça des crises de faiblesse musculaire soudaines au cours de la journée puis tu deviens vite un danger ambulant pour toi et les autres, là, comme tu dis. Donc, on pourrait croire que c'est le pire qu'on puisse ressentir comme trouble du sommeil, mais malheureusement, non. Dommage. Mais non, dommage. C'est une blague. Non, tu vas voir... Je pensais que l'épisode finissait. Oui, c'est ça. Narcolepsie, bonne journée. Non, bien que la narcolepsie peut mener à des situations dangereuses, celle-ci ne peut pas causer la mort de façon directe, contrairement à ce qu'on appelle l'insomnie fatale. Affectant une quarantaine de familles dans le monde, l'insomnie fatale est une maladie provenant d'une anomalie génétique. Tu comprends par le fait que je parle de famille et de gènes que celle-ci se transmet de génération en génération. Cessez de vous reproduire. Quel beau cadeau. Avec un 50% de chance que l'enfant d'une personne atteinte de celle-ci en soit aussi atteinte. L'âge moyen d'apparition des symptômes varie entre 18 et 60 ans, histoire de se garder un peu on edge là, toute sa vie. L'âge médian est ça va-tu arriver aujourd'hui? Oui, ça commence-tu là? Ça? Mais c'est ça. L'âge médian, c'est 51 ans. Fait qu'ils peuvent se donner ce petit gage-là. Ça va. Mais c'est quoi les symptômes, me diras-tu? Eh bien, ceux-ci progressent avec le temps, commençant par... clairement, il y a la mort, là. Oui. Mais ça commence par de simples... Major symptômes. Ça commence par de simples insomnies, suivies d'une incapacité à faire des siestes pour finalement être incapable de dormir tout court. La personne finit donc par mourir littéralement de fatigue. C'est terrible. Et le processus peut prendre entre 6 et 32 mois, histoire de bien étirer le plaisir. Oh my God, quelle horreur. Oui, c'est ça. Fait qu'une chance que ça n'affecte pas beaucoup de gens sur la Terre, mais allégeons un peu l'ambiance là, avec un type d'insomnie beaucoup plus léger, soit l'insomnie paradoxale, précédemment aussi appelée l'erreur d'appréciation du sommeil. C'est de là que je parlais de Diane tantôt, un peu. Et je reconnais aussi beaucoup ma grand-mère. Il s'agit d'un trouble où les personnes perçoivent leur sommeil comme étant un état d'éveil et qui est les gens qui disent « Moi, j'ai pas dormi de la nuit », alors qu'on les a clairement entendus ronfler pendant 8 heures. Lorsqu'on amène ces personnes à faire des tests, les enregistrements cliniques démontrent cependant qu'ils avaient un pattern de sommeil normal. Ça fait que c'est vraiment juste dans leur tête qu'ils pensent qu'ils n'ont pas dormi, mais ils ont très bien dormi. Donc, prochaine fois que vous voyez quelqu'un se plaindre qu'il ne dorme pas depuis des années, mais quand même péter le feu comme quelqu'un qui a dormi son 8 heures, n'hésitez pas à leur parler de leur trouble du sommeil potentiel. Ouais. Il existe aussi des cas qu'on pourrait qualifier d'inversés de ce trouble-là. On dit que c'est une appréciation du sommeil positive, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont dormi 12 heures, mais ils en ont dormi 5. Ah wow, j'aimerais savoir ce problème-là. Oui, mais je veux dire, ton cerveau pense, mais au final, il est fatigué, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas un vrai bon problème. Peut-être que Grégory Charles, c'est qu'on le sait pas. Grégory Charles, il pète le feu quand même. Ouais, fait que lui, c'est pas... ouais. Non, lui, c'est juste pas un humain. C'est autre chose. Sinon, savais-tu qu'un bon nombre de cas d'insomnie pourraient en fait être causés par des allergies alimentaires? Ah! Ben voyons. Ça m'étonne, puis en même temps, ça m'étonne pas parce que, comme j'ai dit, les cauchemars, souvent, ça peut être causé par des troubles digestifs, justement. Là. Fait que je suis comme, oh, il y a un lien de plus entre la digestion et le sommeil. Je peux jamais te surprendre dans ce podcast-là. Ben non, mais tu me surprends. Mais... Non, tu dis tout le temps, ah, mais je suis pas tant surprise. Non, je viens de te dire,
Mais en même temps, j'ai fait « Oh, attends, réflexion, Hélène, de qu'est-ce que t'as toi aussi trouvé. » C'est pour ça. Bref. Donc, oui, les allergies peuvent faire autre chose que gonfler la face de quelqu'un et lui couper le souffle. Elle peut aussi empêcher de dormir. Une telle forme d'allergie est possible chez les enfants comme les adultes, quoique plus remarquée chez les enfants de moins de 4 ans. La plainte principale des personnes atteintes de ces allergies est justement un problème à dormir après avoir mangé certains aliments ou bu quelque chose de spécifique. Donc, mais ils savent qu'ils sont allergiques ou... Non, mais c'est des gens comme, quand je mange des oignons, après ça, je suis prêt à dormir. C'est comme, c'est parce que t'es allergique, mon chum. Okay. Mais comme ils pas, c'est par après qu'ils le découvrent en disant, je pense juste qu'ils ont des troubles du sommeil général, mais c'est une allergie en fait de base. Je comprends. Ces personnes souffrent généralement de 2 ou plus des symptômes suivants, soit anxiété, agitation, irritabilité, fatigue diurne, problèmes de respiration, éruption cutanée ou maux de ventre. Vous vous reconnaissez? Peut-être serait-il temps de faire des tests de restriction alimentaire. Peut-être donne-moi un numéro de nutritionniste au PC, s'il te plaît. C'est ça. Peut-être que ça pourrait vous sauver des heures de sommeil précieuses. Parlant de manger, on peut rentrer maintenant dans ma catégorie favorite de troubles du sommeil, c'est-à-dire la parasomnie qu'on a parlé tantôt. Oui. Les parasomnies sont catégorisées comme étant des événements indésirables qui surviennent pendant le dodo et qui impliquent des comportements complexes. Tu l'auras deviné, c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve des somnambulismes et ses variantes bien funky. Quel lien avec l'alimentation? Ben, laisse-moi te présenter le somnambulisme alimentaire. OK. Ici, il n'est pas question d'allergie, mais bien de troubles alimentaires parce que à quoi bon avoir un trouble quand tu peux en avoir deux? Hein? Ah, mon Dieu. Tandis que certaines personnes souffrent d'hyperphagie nocturne et se lèvent la nuit avec une forte envie de manger de façon consciente. Ouais. Ici, on parle du même trouble, mais en dormant. Donc, il est question de somnambule videur de frigo de façon hors de contrôle, littéralement. Tu comprendras ici que les somnambules sont moins soucieux du détail que les gens éveillés, faisant des mélanges douteux alors qu'ils ne distinguent pas nécessairement ce qui va ensemble ou encore ce qui est périmé ou non. Mon Dieu. Certains peuvent donc aller jusqu'à manger, et je cite, de la colle, du poulet cru, des sandwichs au sucre ou des cigarettes au beurre. Ben, mettons, je pense que je prendrais les sandwichs au sucre. Ben, je veux dire, c'est un peu hors de contrôle. Des cigarettes au beurre! Oui, il y avait vraiment cet exemple-là, puis j'étais comme, wow, quelqu'un l'a déjà fait, tu sais, veut pas, mais il s'en rendait pas compte. Outre les aliments et ou produits toxiques mangés par ces personnes, ces mangeurs somnambules sont aussi très peu consciencieux en cuisine. Hein? On se rappelle, ils dorment. Ils finissent donc souvent par se couper un pouce ou se brûler l'intérieur avec du café bouillant. Genre, ils se font un café, puis ils se le calent direct. Un beau combo catastrophique. Ça les réveille pas? Apparemment pas. C'est de la caféine puis c'est brûlant, man. Écoute, quand tu dors profond, fait que c'est ça, un beau combo catastrophique qui, en plus, peut scraper ton meal prep de la semaine, tu sais. Ouais, vraiment. T'imagines, tu fais toute ta bouffe le dimanche, puis après ça, ta blonde te scrape ça toute la nuit, là, en mangeant... C'était les collations pour les enfants! C'est ça! La colle! Le somnambulisme alimentaire n'est cependant pas la seule affaire étrange que peut faire une personne endormie, alors qu'il existe un autre sous-type de parasomnie apparenté au somnambulisme appelé la sexsomnie. Je me demande ce que c'est. Ouais, ben c'est ça. Son nom parle un peu en lui-même parce que ce trouble implique des gestes sexuels pendant le sommeil. Ceux-ci peuvent être sur soi ou encore sur d'autres personnes. Ces comportements sexuels sont aussi généralement plus violents, autant physiquement que dans les propos de la personne. Ceci est d'autant plus troublant, alors que dans plusieurs cas, les gens ont les yeux ouverts. Ce temps-là, c'est freakant ça. Ce qui peut mener à de grandes confusions auprès des partenaires. Donc non, votre conjoint n'est pas soudainement fan de BDSM, il est plutôt somnambule. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ouais, parce que ça, là, je ris un peu, mais c'est un trouble vraiment difficile à vivre autant pour la personne que pour son entourage. Parce que ça peut résulter en agression sexuelle sans même que la personne souffrant du trouble s'en rende compte. Ouais. Donc, on s'imagine bien l'état émotionnel par lequel il va passer par après, de se dire « je suis un agresseur, mais je m'en rends même pas compte, c'est un problème ». Donc, certaines personnes finissent donc souvent par utiliser des mesures de précaution comme dormir dans une pièce séparée, installer des serrures, etc. Par chance, il existe de la médication pour aider ces personnes-là. Puis l'utilisation d'un CPAP peut aussi aider à réduire les comportements non désirés. Donc, au moins, il y a des recours pour ces personnes-là. Of course, cette condition est utilisée par le passé comme défense en cours pour l'agression sexuelle. On diminue pas du tout là, les questions d'agression sexuelle. C'est sûr qu'il y a des gens probablement qui vivaient ça puis ils ont été acquittés, mais il y a des gens peut-être qui ont profité un peu de l'existence de cette maladie-là pour ou peut-être même s'en dédouaner. Il y a des gens qui en souffrent puis qui n'ont pas été acquittés, je sais pas. Oui, peut-être, malheureusement. Il y a peut-être des personnes...
innocente, là, entre guillemets, là, dans le sens où ils l'ont fait, mais c'était pas volontaire, c'est ça. Ah, mon Dieu, pauvre elle. Parlant de somnambulisme et de crime, laisse-moi te parler d'un cas connu qui est survenu pas si loin de chez nous, à Pickering, une petite ville tout près de Toronto. Ah, OK. Il s'agit du cas de Kenneth Parks, un homme ayant été acquitté du meurtre de sa belle-mère en étant somnambule. Oui, c'est aujourd'hui que Petite Obsession entre dans le monde du true crime. Skipper genre la prochaine minute et demie là, si c'est pas votre tasse de thé. On va revenir à des troubles plus rigolos après, je vous le promets. On a des archives puis tout, on a interviewé la famille. Non, c'est ça. Oh my God. Pas à ce point-là. Victoria Charlton, attache-toi dessus qu'on s'en vient. Ouais, on est loin. Non. Le meurtre en question a été commis le 24 mai 1987, alors que Parks aurait conduit pas moins de 20 km jusqu'à la maison de ses beaux-parents en dormant, avant de frapper sa belle-mère à mort avec un dépont de pneu. Il aurait par la suite tenté d'étrangler son beau-père à mort, mais sans succès. Ouais. Puis il s'est rendu lui-même à la police. Pas trop clair s'il dormait encore quand il s'est rendu au poste de police ou non. Là. Excusez, je ris, là, c'est pas drôle. Là, mais... Pour confesser ce qu'il croyait être à ce moment-là le meurtre de 2 personnes. Aïe aïe! Moi, je pensais que t'allais me dire, genre, il a tué sa femme qui était à côté, genre, en l'étouffant avec son coussin. Pas qu'il avait fucking roulé 20 km. Puis après ça, il a pris un démon de pneu, puis c'est ça. C'était un peu intense. Donc. Puis bien que ça peut paraître complètement absurde, il y a 5 experts en neurologie qui auraient confirmé que Parks pouvait très bien être endormi pendant toute l'affaire, puis qu'il était probablement endormi selon des analyses de son cerveau. Celui-ci a finalement été acquitté pour cause de folie, justement, vu qu'il n'était pas conscient de son acte. Ah, mais c'est complètement débile. Oui, il y en a plein de cas comme ça, mais c'était vraiment comme la plus étrange que j'ai vue. Ouais. Mais bon, ça suffit la violence, parce que les parasomnies, ça inclut aussi bien d'autres troubles qui n'incluent aucune agression. Là, fait qu'on peut parler de ceux-là aussi. Oui, on les préfère, ceux-là, je pense. C'est ça. Les parasomnies, ça inclut aussi la somnie Lucky. Oui! Mais on n'en parlera pas plus. Fière représentante. Oui. Le pipi au lit, les cauchemars, parce que oui, les cauchemars, c'est un trouble du sommeil, ainsi que les terreurs nocturnes et la paralysie du sommeil. Oui, des troubles stressants et épouvantables, mais qui au moins n'affectent qu'une seule personne. Donc, yeah! Moi, j'ai fait une crise de paralysie du sommeil. Pas le fun, Non, c'est pas le fun, la gang. Tout le monde qui en parle, c'est horrible. Ouais. Tu comprendras donc par le fait qu'il y a les paralysies du sommeil, les cauchemars et tout, que les parasomnies incluent souvent des hallucinations. Oui. Et donc, par le fait même, un trouble appelé le syndrome de la tête qui explose. Ah, c'est terrible, ça. C'est quoi? Ouais, j'en ai entendu parler. Ben, je me suis renseignée là, quand j'ai fait justement cette crise de paralysie du sommeil. Puis moi, j'avais eu des hallucinations auditives puis visuelles. J'étais sûre qu'il y avait une marée de rats qui rentraient dans ma chambre. Non, mais ça, c'est la paralysie du sommeil. Oui. C'est pas la même chose. Là. Non, je sais. Mais en faisant des recherches sur ce qui m'était arrivé, j'étais tombée sur le syndrome de la tête qui explose. Puis... celui-ci, pour les auditeurs qui savent pas comme toi, c'est pas que ta tête explose littéralement en 1000 morceaux quand tu dors. En fait, ça fait que la personne entend dans sa tête des bruits d'explosion, des tirs de fusil, du tonnerre et des sirènes qui n'existent pas. Ouais. Donc, le syndrome ne cause pas de douleur physique directe, bien qu'il résulte, bien entendu, à des gens qui se crippent et qui crient en sursautant parce que ils pensent que leur quartier est bombardé. Mais y arrives-tu à crier, eux? Parce qu'en paralysie du sommeil... Non, c'est pas la même chose. Je dis dans le sens que ça réveille littéralement les gens. Puis ces personnes-là, souffrent d'anxiété par la suite et des difficultés à se rendormir par peur d'être, justement, en plein champ de bataille, du coup. Peut-être même un PTSD. Oui, c'est ça. Les causes ne sont pas connues, en fait, de ce syndrome-là, bien que le stress et la fatigue sont des facteurs pouvant mener plus facilement à des épisodes, mais c'est sûr que les syndromes post-traumatiques doivent être des facteurs contribuants, là, veut pas. Finissons cet épisode, parce que maintenant, c'est le fun, les sommeils, puis les rêves, puis les affaires, puis tout. Mais on veut pas vous endormir. Excusez. Finissons maintenant avec un trouble différent de ceux mentionnés précédemment pour se réveiller un peu pour la fin. Là, oui, monsieur. Parce que là, je vais pas parler d'un trouble du sommeil en soi, mais d'un trouble anxieux relié au sommeil, c'est-à-dire l'orthosomnie, une quête perfectionniste et ou obsessionnelle du sommeil parfait. On parle des gens qui ont besoin que tous les petits détails soient parfaits, comme les types de draps, température idéale.
Et surtout... Engager un chauffeur de lit. Mais surtout, les appareils de suivi de sommeil. C'est-à-dire, là, savoir que tu viens de dormir, puis ton cycle, puis tout, là, justement, les montres et tout. Mais ces personnes anxieuses se créent alors eux-mêmes, psychologiquement, des syndromes d'irritabilité, de troubles cognitifs et de fatigue quand leur application de sommeil leur dit qu'ils n'ont pas exactement dormi leurs 8 heures. Donc, ils font comme « Ah, mon sommeil n'était pas si bon », puis tout d'un coup, ils tombent fatigués, tandis qu'ils auraient été corrects, là. Non, mais c'est comme l'orthorexie. Dans le fond, ça, c'est les gens qui sont orthosomnie, obsédés à comme manger ultra santé, calculer toutes les calories, les choses comme ça. Là. C'est un trouble alimentaire de plus en plus connu. Là. Ces personnes-là, ils ajoutent un stress supplémentaire à leur vie, n'osant pas dormir souvent ailleurs que chez eux, puis écoutant leur application plus que leur corps. Donc, c'est la définition même de trop, c'est comme pas assez. Ouais, puis c'est une roue qui tourne, là. Tu sais, plus t'es stressé à cause de ça, moins tu vas dormir ton 8 heures. C'est vraiment l'enfer. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à consulter pour tous les troubles qu'on vous a parlé, anxieux ou du sommeil, parce que c'est ça, ça fait le tour des troubles dont je souhaitais vous parler et que je vous souhaite de ne jamais avoir dans votre vie. Puis je vous souhaite des beaux rêves. Oui, puis ben moi, en fait, pour conclure, je et William aussi, j'imagine, vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre ou vos plateformes préférées. Hein? Vous avez le droit d'écouter sur Spotify et YouTube en même temps. C'est désynchronisé. Spotify, YouTube, mais aussi Apple Podcasts et Google Podcasts, entre autres, où on est. Balado Québec également. Et sinon, ben, à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou Instagram. On met toujours un petit peu plus de contenu en lien avec les épisodes. Des mini-obsessions aussi qu'on essaie de décortiquer là, en 1 minute 30 secondes. Donc, voilà. Puis sinon, ben, on se dit à dans 2 semaines. Ben oui, à dans 2 semaines. Ciao! Anecdote bonus. Ben dans le fond, moi, j'ai un de mes amis qui était moniteur de camp de jour avec moi, puis il avait fait une crise de somnambulisme à un moment donné où il rêvait qu'on était en pleine canicule, les enfants avaient besoin d'eau, il est allé servir tout plein d'eau, de verres d'eau là, dans son appart, là, puis il en a disposé un peu partout pour les enfants. Mais comme les verres débordaient, le lendemain matin, il s'est réveillé et comme, voyons donc, pourquoi que mon plancher il est mouillé de même? Il s'est rendu compte que justement... Il s'est rappelé de son rêve au moins. Oui. Ben, il a capté après, là, mais s'il avait pas vu les verres d'eau, il s'en serait pas souvenu. Mais ça a tellement fait rire. Puis là, j'ai fait, ben au moins, tu sais, t'es dévoué au bien-être de ton c'est ça, au groupe. moins, on prend le côté positif de la chose.